Cette paroisse nouvelle, qui allait prendre rang sur le calendrier, se composait uniquement d'une rangée de maisons et de chaumières construites à des intervalles plus ou moins éloignés le long de la rivière du Nord, avec un seul rang de terre en culture, et s'étendait sur une longueur d'environ 7000. Ce qu'on appelait alors le village, c'est-à-dire un groupe de 7 habitations, n'était pas situé où l'est aujourd'hui la ville, mais à 1,5 miles de là, au point d'intersection de 3 chemins, dans un endroit qui a retenu le nom de La Chapelle, parce qu'on célébrait les offices religieux dans une petite chapelle longue de 30 pieds, élevée sur le bord de la rivière. Arthur Buis décrivait en 1891 ce petit village nommé de La Chapelle. Il faut savoir que le point d'intersection des 3 chemins dont il fait mention est situé juste ici, sous mes pieds. Suite aux recherches de l'historien Mario Nadon, des archéologues confirmèrent après une visite des lieux ici, à l'arrière, aux fondations de la chapelle, que le mortier appartenait bien à l'époque de la construction de la chapelle. Le village de la Chapelle représente la première reconnaissance d'un groupe de colons installés dès 1789 par les seigneurs Dumont dans leur seigneurie. C'est le 27 juin 1821 que Monseigneur Lartigue, coadjuteur de Montréal, en visite pastorale à Sainte-Anne-des-Plaines, autorisait le curé et l'abbé Pierre Grenier à aller le dimanche, lorsqu'il le jugerait bon, célébrer la messe à la petite chapelle que les colons de la rivière du Nord, censitaires pour la plupart du seigneur Dumont, avaient élevée au point de jonction du chemin longeant la rivière, avec une petite route qui s'enfonçait dans la terre pour rejoindre Sainte-Anne-des-Plaines. La chapelle fut placée sous le vocable de Saint-Jean Chrysostome. Le régime seigneurial fut le mode de colonisation employé en Nouvelle-France qui fut maintenu sous le régime britannique. La seigneurie d'Émile-Île et son augmentation ne se développa, à vrai dire, qu'après la conquête de 1760. Par ailleurs, le mouvement de colonisation de la seigneurie se fait surtout via la seigneurie voisine de Terrebonne. Donc, on déborde de Saint-Eustache, qui n'est pas dans la seigneurie de Deux-Montagnes, on déborde de Saint-Eustache, on gagne Saint-Benoît, qui est le premier centre en dehors d'Oka, dans la seigneurie du lac des Deux-Montagnes qui a été créée. Et Saint-Benoît, à l'époque, ça englobe évidemment le futur Saint-Colomban, le futur Saint-Scolastique. Terrebonne devint la première paroisse de la région en 1723, suivie de Saint-Eustache de la Rivière-du-Chêne en 1769, puis Sainte-Anne-des-Plaines en 1787, Sainte-Thérèse en 1789, Saint-Benoît en 1799, New Glasgow accueillit ses premiers colons en 1820, Sainte-Scolastique en 1825, Saint-Hermas fut inauguré en 1834. C'est en 1834 que la paroisse de Saint-Jérôme fut fondée, puis la paroisse de Saint-Colomban en 1835, Saint-André d'Argenteuil en 1836, Grenville en 1839 et Saint-Augustin en 1840. Oka existe depuis 1721 comme mission. La paroisse d'Oka fut érigée canoniquement qu'en 1874 et les Sulpiciens ont assuré les fonctions curiales jusqu'en 1997.
La position géographique différente entre les deux seigneuries, le désir effréné de s'approprier les plus grandes surfaces possibles à concéder, causa aux seigneurs de nombreux problèmes de bornage. Mais la dispute qui attire le plus notre attention et qui n'a trouvé sa solution finale que près d'un siècle plus tard est le conflit à propos de 6600 arpents de terre qui dura près de 100 ans. L'agglomération qui accueillit les premiers colons sur le bord de la rivière du Nord fut la source d'un litige juridique avec la seigneurie des Deux-Montagnes sous la tutelle des Sulpiciens. Mais tout ce remue-ménage ne ralentira pas l'expansion du territoire ni la vitalité de son développement. Revenons à ce village, né après la conquête britannique au nord-ouest de Montréal, qui dès lors accueillit son premier officiant dès 1818, non pas à la chapelle qui ne fut construite qu'en 1821, mais bien au moulin à farine situé au domaine du seigneur Dumont, à l'actuel centre-ville de Saint-Jérôme. Le premier lieu de culte de Saint-Jérôme aurait été installé dans le moulin bâti près de l'île Perrot, à 2 kilomètres environ en amont du site de la chapelle. Par acte reçu devant le notaire Pierre-Rémy Gagné, le 7 janvier 1808, le seigneur Louis-Lambert Dumont, à la demande de 26 de ses censitaires, accorda pour 10 ans le droit d'utiliser ce moulin pour les cérémonies du culte, pourvu que des messes et les vêpres y soient célébrées au moins une fois à tous les 15 jours. Septième curé de Sainte-Anne-des-Plaines, l'abbé Pierre Grenier fut le premier officiant à la chapelle et fut remplacé par le coloré curé Poirier, lequel fit l'acquisition d'une maison au village de la Chapelle qui lui servit de gîte lors de ses séjours à la rivière du Nord. Les officiants desservaient aussi la desserte à Saint-Colomban. L'abbé Isidore Poirier a desservi le territoire par voie de mission et il célébra la messe à la chapelle à toutes les 2 semaines à partir de 1832. Tout porte à croire qu'en 1837, cette résidence accueillit le premier curé de la paroisse de Saint-Jérôme, soit le curé Étienne Blight. Cette maison, un peu plus tard, servira d'école. En 1840, Isidore Poirier devint le 2e curé de la paroisse de Saint-Jérôme. Le 3e officiant fut le curé Étienne Blight, d'origine irlandaise. Il exerça son ministère à la chapelle jusqu'à l'été de 1839. Il s'installa avec ses parents au village de la Chapelle pour accomplir son ministère. Il procéda à l'ouverture des registres paroissiaux le lundi 23 janvier 1837. Dans cette période de troubles sociaux, il fit construire la première église de la paroisse et son presbytère sur le site de l'actuel parc La Belle et il s'impliqua dans l'organisation des écoles élémentaires. Il quitta Saint-Jérôme en 1840. Au début des années 1830, la population commence à se concentrer, non pas au hameau de la Chapelle, mais plus en amont de la rivière du Nord, près des moulins, sur le site actuel du centre-ville. En 1839, un second lieu de culte, l'église Saint-Jérôme, fut inauguré pour remplacer la chapelle Saint-Jean-Chrysostome. C'est ainsi que le 15 novembre 1831, une importante requête, appuyée par les co-seigneurs des Mille-Îles, messieurs Dumont et de Bellefeuille, demandait à Monseigneur Panet, évêque de Québec, la formation d'une nouvelle paroisse à la Rivière-du-Nord dans l'augmentation des Mille-Îles.
L'établissement de la paroisse de Saint-Jérôme a été compliqué. Ça a pris plus que 3 ans à l'évêque à se décider, parce que là, il créait un précédent. Il y avait une grande décision à prendre du fait que la paroisse couvrirait une partie de 2 seigneuries. La seigneurie des Mille-Îles, avec son augmentation, et la seigneurie de Deux-Montagnes. Ce qui fait que l'évêque a pris du temps avant de se décider, et la nouvelle paroisse a fini par s'appeler Saint-Jérôme de la Rivière-du-Nord. Autour de ce début du village, cet embryon du village, on trouvait déjà plusieurs marchands qui étaient établis, des forgerons, dès les années 1830. Là. Donc, c'était évident par la suite que s'il y avait un endroit où devait être érigée l'église de Saint-Jérôme, c'était bien sur le site du Seigneur Dumont. C'est à ce moment-là que la chapelle va être abandonnée. Il faut savoir qu'il n'y eut aucune inhumation au village de la Chapelle. La chapelle n'étant qu'une desserte, les corps devaient être transportés en terre bénite, soit au cimetière de Sainte-Anne-des-Plaines. « 40 ans cependant devaient s'écouler avant que le curé Blight pût revoir sa paroisse chérie. Cette fois, il y vint un chemin de fer. Partout sur la route, il jetait des regards étonnés. Il ne reconnaissait plus rien. Et quand enfin le train s'arrêta et que le conducteur cria « Saint-Jérôme !» le pauvre vieillard fondit en larmes. Quelques instants, il resta immobile, cloué par l'émotion sur son siège. Puis, se relevant, tout tremblant encore, il sortit et s'achemina vers le presbytère. On dut lui en indiquer le chemin, à lui, qui avait vu s'élever ce presbytère, pierre par pierre, sous ses yeux. Il passait maintenant dans les rues, devant de belles maisons ombragées de grands arbres, là où il y avait jadis à peine quelques champs qui portaient les premières moissons de Saint-Jérôme. Le lendemain, l'abbé Blight alla visiter les lieux où il avait fait sa première mission, avant d'être curé titulaire. L'antique chapelle était démolie, mais il retrouva le même petit groupe de maisons, modestement augmenté de 3 ou 4 habitations nouvelles. Certes, le curé Blight pouvait bien regretter son Saint-Jérôme d'autrefois, car rien n'est plus pittoresque, rien ne charme plus le regard que le dernier demi-mille de chemin que l'on fait avant d'arriver au village de la Chapelle. On ne peut s'empêcher de vous citer un extrait du livre d'Arthur Buis, titré « Au portique des Laurentides » en 1891, pour vous faire part de ce qu'il percevait face à l'immensité du territoire. En ce temps-là, la paroisse de Saint-Jérôme n'avait pour ainsi dire pas de limite. Elle s'étendait indéfiniment vers le nord. À 5 ou 6 milles de l'église commençait la forêt, une forêt épaisse infinie, regardée comme inaccessible. On croyait avoir atteint la limite des terres cultivables, et le nord signifiait qu'il n'y avait plus au-delà de Saint-Jérôme qu'un printemps fugitif, un été illusoire. À vrai dire, la paroisse de Saint-Jérôme s'étendait de ses 6 milles de front et ses 18 milles de profondeur. Elle était bornée par la côte Saint-Pierre, maintenant Saint-Janvier, qui était la limite de la seigneurie de Blainville, jusqu'aux limites de l'augmentation de la seigneurie, soit aux limites actuelles du village des Mille-Îles et de Saint-Sauveur. Elle englobait aussi une partie de l'augmentation de Deux-Montagnes, Saint-Canute et Saint-Colomban.
Il y a eu des leaders patriotes de Saint-Eustache puis de Saint-Benoît qui sont venus discourir un dimanche après la messe au bord de la petite chapelle. La petite chapelle, mais oui, mais c'est l'église de Saint-Jérôme n'était pas bâtie encore. Tout ça, c'est pour vous dire, c'est pas les discours qui ont fait sensation. C'était bien la présence de Chaincy et du général Girod, qui était accompagné d'une centaine d'hommes là, qui étaient venus recruter. Puis Jérôme Lompré, père, il était présent, lui, ce dimanche-là. Puis ses frères aussi. Eux autres, c'était des vrais passionnés. Mais on leur reproche d'avoir forcé des colons à se mobiliser, d'avoir perquisitionné des armes. Jérôme avait entraîné pas mal de monde de Saint-Jérôme jusqu'au camp de Saint-Eustache, là, en leur promettant de la boisson puis de la danse. Et quand il est venu le temps de se battre, ben Jérôme, il s'est sauvé. Dès les mois d'octobre et de novembre, les dirigeants patriotes de la Rivière-du-Nord parcouraient les rangs et les chemins de l'augmentation pour recruter de nouveaux membres. Les patriotes de la paroisse de Saint-Jérôme ont vraiment formé un groupe homogène avec leurs fameuses tuques bleues et ont combattu les troupes britanniques. En novembre, une expédition de 200 à 300 patriotes quitte Saint-Jérôme pour désarmer les Écossais de New Paisley, aujourd'hui New Glasgow, et les neutraliser au cas où ils seraient appelés à se battre au sud. L'expédition est couronnée de succès et démontre que les habitants de Saint-Jérôme étaient capables de se mobiliser. Personnalité de la petite agglomération de la Chapelle, Casimir Amable Testard de Montigny s'installa à la Rivière-du-Nord vers 1814 et devint l'un des chefs de file de la communauté de la Chapelle. Commerçant et capitaine de la milice canadienne, il fut représentant du comté, juge de paix et député de Fingham en 1824. Il participa à la création de la paroisse de Saint-Jérôme en 1834, ainsi qu'à la fondation de la ville du même nom. Casimir de Montigny s'opposait fermement aux revendications des patriotes. Il alla jusqu'à tenir une assemblée publique chez lui afin de convaincre les patriotes de se retirer du mouvement. Cette prise de position ferme déplut énormément à certains citoyens. C'est ainsi qu'il fut séquestré au camp des patriotes à Saint-Eustache pendant quelques jours. Cet emprisonnement ne le fit pas changer d'avis. Le nom des Testards de Montigny se perpétua avec son fils Benjamin Antoine et son petit-fils Louvigny par leurs écrits. D'ailleurs, à Montréal, la station de métro Berry de Montigny, jusqu'au 1er janvier 1988, honorait le souvenir de cette famille d'écrivains. Benjamin Testard de Montigny nous décrit cette petite rivière ainsi. En revoyant le lieu où je suis né, où j'ai passé mes plus jeunes années, que de souvenirs il évoque. Je revois encore la maison paternelle, perchée sur un coteau au pied duquel coule un ruisseau qu'on appelait, nous, la petite rivière. Au printemps, elle inonde le raviné. Elle se jette dans la rivière du Nord que nous appelions la Grande Rivière. Que de courses n'ai-je pas faites à travers les champs de la côte Saint-Antoine que traverse le faible tributaire de la rivière du Nord. J'y vois encore la petite pointe où je m'essayais pour pêcher. Mais à cette petite rivière Saint-Antoine se rattache un souvenir bien triste. J'étais encore enfant quand on vint avertir mon père, qui était magistrat, qu'une femme avait été trouvée morte dans une source près de la rivière. Elle avait été assassinée. C'est un extrait de Colonisation le Nord par Benjamin Antoine Testard de Montigny. Lorsqu'on parle du village de la Chapelle, il s'agit bien des terres situées entre, à l'est, la route 117 et à l'ouest, l'autoroute 15, traversée par la route 158. Casimir de Montigny et sa famille habitaient à la limite du village. C'étaient en fait 3 lots jumelés
qui s'étendait de la petite rivière Saint-Antoine jusqu'à la rivière du Nord. Pour mieux vous expliquer, la terre longeait l'actuelle route 117 pour aboutir à la rivière du Nord jusqu'à l'île Idéale, qui appartenait d'ailleurs à Casimir de Montigny, et longeait la berge de la rivière du Nord jusqu'à l'actuel pont de l'usine Roland. C'est bien sur cette terre que s'élèvent présentement les galeries des Laurentides, l'hôpital de Saint-Jérôme, l'école Saint-Jean-Baptiste et, avant sa démolition, l'église Saint-Lucien. Actuellement, cette rue est identifiée comme étant la rue de Montigny. La fin des offices religieux en 1839 n'entraîna pas la fermeture du village. Cette collectivité était bien organisée avec sa boulangerie, sa forge, son auberge, sa beurrerie, son magasin général et son école. Pour bien situer le rang ou le village de la Chapelle, celui-ci débutait à la limite est de Saint-Canut, soit à une terre à l'ouest de l'autoroute 15, et s'étendait jusqu'à Saint-Antoine, soit la route 117. Les maisons étaient construites le long du chemin du Roi. Ce chemin longeait la rivière du Nord. Les maisons étaient bâties de part et d'autre de la rivière, du moins dans les zones non inondées. Il sera connu plus tard sous le nom de boulevard La Chapelle, actuelle route 158. Voici quelques lieux bien connus du village de La Chapelle qui sont maintenant disparus. L'hôtel Bouvrette et sa fameuse piste de course, aujourd'hui la station libre-service Ultramar. L'écurie de Gérard Bouvrette, aujourd'hui le club Optimiste. Le club de golf de Saint-Jérôme, aujourd'hui les Galeries des Laurentides. Plusieurs événements malheureux ont fini par détruire le village de La Chapelle et fait disparaître son charme d'antan. Il y a eu tout d'abord des incendies. Puis, en 1955, la construction de l'autoroute 15, causant la destruction de maisons et chemins et le fractionnement des terres. En 1969, c'est l'expropriation pour l'aéroport de Mirabel, suivie en 1978 de la construction de la route 158 qui porta un coup fatal au village. Ces travaux, en plus d'entraîner la perte de maisons et bâtiments et d'avoir scindé les terres, fut, par un mauvais drainage, la cause d'un glissement de terrain survenu à la Noël de 1979 qui emporta dans la rivière une partie du chemin et une maison. Il fallut en détruire 2 autres pour permettre la réalisation d'un nouveau chemin desservant les quelques maisons existantes. La ville de Mirabel transforme le village en zone commerciale en 2017, malgré les protestations. Les maisons seront démolies pour laisser place à la commercialisation des lieux. Ce lieu est disparu et la plupart de ses habitants. Ici, des gens respiraient et vivaient leur quotidien au fil des années. Que reste-t-il de leur passage en ces lieux?